Bourvil dans tous ses états, l'homme, le comédien, le chanteur et l'humoriste, c'est une série en 7 épisodes que nous vous proposons sur cet immense artiste. Nous connaissons tous ces films devenus cultes que sont La Grande Vadrouille ou Le Cornio. Nous connaissons Bourvil dans ses rôles de paysan, dans ses rôles comiques ou dramatiques. Nous le connaissons moins en agent secret, en commissaire, en professeur de latin ou encore en noble pilleur de troncs d'église. 6e épisode, les rôles moins conventionnels. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet très intéressant. Je vais vous parler de moi. Bourvil dans tous ses états, les rôles moins conventionnels. Toute ma vie, j'ai fait rire les gens. Même, ce qui m'avait frappé, c'est que lorsque j'étais jeune, je faisais rire les adultes à un point qu'ils perdaient l'autorité qu'ils devaient avoir sur moi. Et ça m'avait frappé. Et ça me faisait un bien de faire rire les gens. J'étais né pour ça. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Quand un grand metteur en scène vient vers moi, un Lara ou un Clouzot ou un... Je ne peux pas les citer tous, je m'en excuse d'ailleurs. Quand un de ces grands metteurs en scène vient vers moi, déjà le fait qu'il se porte garant de faire un succès du sujet qu'il me propose, je me sens déjà un petit peu rassuré. Parce que, par exemple, si je tourne avec Clouzot, je supporterai moins de responsabilité parce que si on dit tel titre, film de Clouzot avec Bourvil, si jamais le film n'est pas une très grande réussite, on dit Clouzot s'est trompé. On ne dira pas Bourvil s'est trompé. Voyez-vous, je suis un peu lâche là. Alors quand vous tournez avec des metteurs en scène qui sont bons aussi, mais qui n'ont pas encore acquis la notoriété des gens précités, vous risquez de payer les conséquences. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est dans les années 1960 que Bourvil rencontre un réalisateur peu connu à cette époque. Il s'agit de Jean-Pierre Mocky. Bourvil lui fait confiance et il entre dans l'univers de Mocky. Ils tourneront ensemble 4 films, Un drôle de paroissien, La cité de l'indicible peur, La grande lessive et Les talons. Ce sont des films dans lesquels Bourvil endosse des rôles tout à fait nouveaux. Il incarnera un noble pilleur de troncs d'église, il sera un professeur de latin qui détruira les antennes télé de ses élèves, et enfin, il incarnera un vétérinaire qui veut promouvoir la prostitution masculine remboursée par la sécurité sociale. Le premier film qu'il tourne, c'est Un drôle de paroissien. Jean-Pierre Mocky nous raconte leur rencontre. Bourvil est passé à ce moment-là dans un cabaret qui s'appelait Carrère. C'est un cabaret, vous savez, ce genre de comédien a commencé par le music hall. Et alors, pendant que des gens dînaient, il était dans un cabaret et il parlait, il racontait ses histoires. Et les gens, vous savez, ils dînaient et ils s'en foutaient un peu du type qui racontait. C'était très dur, comme beaucoup d'acteurs ont commencé comme ça, Darry Cole, Michel Serrault, Philippe Noiret, etc., etc. Donc, Francis Blanche. Moi, à l'époque, quand j'ai fait Le Paroissien, je sortais d'un très grand succès qui s'appelait Les Dragueurs, donc j'étais très à la mode, et je pouvais finalement essayer d'avoir n'importe quel acteur, et mon dévolu s'était jeté sur Fernandel. C'était Fernandel, j'avais pas pensé à Bourvil tout de suite, mais Fernandel avait fait Don Camillo, et il voulait plus faire de trucs religieux, il dit ça suffit, j'ai fait Don Camillo, ça suffit comme ça. Et alors, un jour, je vais dans ce cabaret-là, et puis je le vois, et je me suis dit, ce type est beaucoup plus intelligent que ce qu'on lui fait jouer. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un espèce d'instinct comme ça, je me suis dit, ce type est pas bête du tout, et il faudrait que je le rencontre. Alors, je lui ai envoyé le scénario, il habitait boulevard Suchet, et je lui ai fait déposer le scénario à midi. À 1h, il m'a appelé, c'est-à-dire 1 heure après. Il me dit, c'est formidable ce personnage, j'ai jamais fait ça, un noble de la place des Vosges, un ancien aristocrate qui va piller des troncs. Et je lui dis, venez tout de suite. Alors je suis pris ma voiture, je suis allé chez lui, il m'a reçu gentiment comme tout, il était formidable.
Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est il m'a dit, je suis d'accord. Seulement voilà, il avait un agent qui s'appelait Monsieur Trive, et cet agent, c'était un ancien combattant qui était mutilé, qui boitait, et qui était très conventionnel, et qui le poussait à faire des films publics, très publics, et sans engagement, si vous voulez, qui est ni engagement politique, ni film subversif, etc. Donc, il lui dit, t'es pas un peu fou de tourner avec ce type? Et d'autre part, il y avait un type, maintenant il est mort et c'est triste de le dire, mais Gérard Houry lui a déconseillé directement. Alors ça, j'étais pas content parce que comme c'était un confrère, il a dit surtout tourne pas avec Mocky. Et je sais pas si c'est à cause de ça, mais on est devenus des frères. C'est-à-dire que brusquement, ce type que je ne connaissais pas, on a eu une telle communication tous les deux, c'est qu'on riait en même temps des mêmes choses. On sortait dans la rue, on voyait un mec, on riait. On était assis à une terrasse de café. Il y avait quelqu'un qui disait quelque chose. On riait tous les deux en même temps. On était carrément sur la même longueur d'onde. Or, moi, je me prends pas pour un intello. Je ne suis pas un intello. Je suis plutôt populiste et je déteste les intellos. Mais je suis quand même un intello. Alors, je me suis retrouvé un peu dans la position, si vous voulez, des souris et des hommes, où il y avait George et puis l'autre. C'était des rapports à la Steinbeck. C'était un peu bizarre. Et ce type qui avait pas d'éducation, mais qui voulait tout avoir, tout comprendre. C'était un autodidacte de génie. Il s'intéressait à tout. Il voulait apprendre l'anglais, il faisait jouer de la trompette, il faisait plein de choses. Il était pas du tout. Alors, il était beaucoup plus intelligent que s'il avait fait ses études. Il avait eu un baccalauréat de philosophie, je ne sais quoi. Et ce type, brusquement, est devenu un autre moi-même. C'est-à-dire que chaque fois que je le voyais, on était content de se voir. En dehors de. Alors, en plus, comme j'avais pas d'argent à l'époque, malgré le succès de mon film, j'ai continué d'ailleurs à ne pas faire des films très chers. Donc, son salaire à l'époque était de 60 millions de francs. En gros, c'était un gros salaire, quoi. Et il l'a fait à l'œil, le film. Alors, brusquement, ce type vedette vient faire un film avec moi. Alors, j'étais vraiment ému et je lui en ai été toujours reconnaissant de ça, de cette espèce de prise de position. Et puis, je lui ai dit, écoute, tu as un public quand même assez catho. C'est les Normands, les Bretons, les gens bien pensants. Qu'est-ce qu'ils vont dire lorsque tu vas piller des troncs? Comment ils vont prendre ça? Tu risques de perdre ton public. Fais attention. Alors finalement, il m'a dit non. Les catholiques sont pas des cons. Ils vont comprendre que je suis inspiré par Dieu, que quand j'étais riche, je donnais de l'argent aux pauvres. Quand je suis pauvre, je dois prendre de l'argent des trompes. Alors donc, on a fait ce film. Et là, il y a eu une petite anecdote. C'était De Funès qui devait jouer le rôle de Francis Blanche. Mais De Funès, c'était pas du tout le même caractère que Bourvil. C'était un type assez méfiant. Il venait, si vous voulez, d'une autre origine tout à fait. Il était cornaqué par sa femme, qui était très difficile, etc. Ce qui fait que ils nous ont demandé un prix astronomique. Ce qui fait qu'on a pris Blanche à la place. C'est comme ça que ce couple s'est reformé. Bon. Alors, le film terminé, ça a été un énorme succès. Et ça a été un tel succès que le film a été vendu à l'étranger, présenté au Festival de Berlin. Et nous, on s'est fait faire tous les deux un smoking, parce qu'il n'avait pas de smoking, lui, pour la cérémonie du Festival de Berlin. Donc, on est allé chez notre ami Ted Lapidus, qui était peu connu à l'époque et qui travaillait dans une chambre de bonne, boulevard Malesherbes. Et tous les deux, on s'est fait faire le même smoking pour pouvoir assister à la soirée. Mais on pourrait pas faire un petit effort et essayer de travailler un peu? Jamais aucun Lachaunay n'a travaillé. Depuis 4 générations. Les gens, ça a l'air de les agacer qu'on ne travaille pas. Est-ce que j'ai l'air agacé, moi, parce qu'ils travaillent? Au fond, Juliette, qu'est-ce que ça peut faire qu'on ne travaille pas? Nous représentons une goutte de paresse dans un océan de labeur. C'est l'évidence. Le repos de quelques-uns met en relief le travail de tous. Allons nous coucher, nous avons besoin de repos. C'est un roman autobiographique, c'est l'histoire d'un ingénieur chimiste qui s'est retrouvé au chômage et qui pouvait plus faire vivre sa famille. Donc, comme il était catholique et qu'il mettait de l'argent dans les troncs, automatiquement, il s'est dit, puisque maintenant je suis pauvre, il est allé demander au curé de l'argent. Le curé lui en a pas donné, donc il est allé le prendre.
Et même, lui, il a ouvert une usine de cierge. Parce que dans le film, il y a Bourvil qui rêve, et j'ai mis l'usine de cierge là-dedans. Mais dans la réalité, le monsieur qui a fait ça, avec l'argent qu'il a pris dans les troncs, il a ouvert une usine de cierge. Il appréciait beaucoup Jean-Pierre Mocky, qui lui avait permis de sortir de cette opposition tragique comique. Il avait dû, dans un premier temps, sortir des rôles, de l'enfermement dans les rôles comiques. Dominique Rimbourg, le fils aîné de Bourvil. Il avait réussi à faire un certain nombre de rôles tragiques, et à partir notamment de la traversée de Paris en 1954. Et à partir du début des années 60, je pense que le drôle de paroissien est de 1962, Mocky lui permet de trouver un rôle qui n'est ni triste ni comique. Donc en 1962, il a un rôle qui est lunaire, quoi, le rôle de ce paroissien qui a la foi, mais qui a le sentiment que Dieu lui intime l'ordre, pas tout à fait l'ordre, mais que pour survivre, ne pas travailler, continuer à honorer Dieu. Dieu lui envoie le message qui consiste à dire il faut que tu ailles voler dans les troncs. C'est un personnage, et il réussit à faire de ce personnage un personnage attendrissant. Au moment où il entend la révélation divine, en entendant les pièces tomber dans le tronc, et qu'il remercie Dieu parce qu'il avait le sentiment d'être abandonné, il y a quelque chose de poignant dans ce personnage, dans sa folie, dans sa malhonnêteté, mais il y a quelque chose de poignant. Ce personnage, ce croyant qui pensait être abandonné par la divinité, d'un seul coup elle lui envoie un signe, et cette scène-là elle est magnifique. C'est une espèce, à la fois une parodie de la religion, mais en même temps un grand respect pour la religion, pour cette révélation. C'est quelque chose qui est, à mon avis, de très grande qualité. Je suis pas d'une objectivité parfaite, je vous le concède, mais c'est quelque chose qui est extrêmement original dans le film. Mais enfin, que se passe-t-il? Vous m'avez fait paresseux, voilà que vous m'abandonnez. Oh, je n'ai pas de reproche à vous adresser, c'est évident. Mais si je suis incapable de travailler sérieusement, c'est bien parce que j'ai été créé ainsi. À chacun ses responsabilités. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens travaillent trop. Ils travaillent tellement qu'ils n'ont plus le temps de songer à vous. Il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui prennent le temps de vous honorer. Sans la prière des humbles, que deviendrait le monde? Moi, je veux garder ma liberté pour vous. Mais je ne peux pas prier si je meurs de faim. Alors, faites quelque chose. Envoyez-moi un signe. Je voulais tourner dans 25 églises, parce qu'il visitait plein d'églises, etc. Or, les églises, il y avait l'archevêché de Paris, il y avait une centrale catholique qui se trouvait place Saint-Philippe-du-Roule. Donc je suis allé là, et je suis tombé sur un monsieur qui était le représentant de la centrale, qui à l'époque interdisait ou n'interdisait pas les films, parce qu'il y avait Melville, Léon Morin-Prêtre, tout ça, ça avait été interdit, tout ça. Il y avait tous des curés qui se réunissaient, ils donnaient des cotes dans les églises, ils étaient à éviter, film à voir avec réserve, film pour adultes, film pour enfants. Enfin, il y avait toute une... À la porte des églises, on indiquait aux paroissiens s'ils devaient aller voir tel film ou à proscrire, à éviter. Alors, donc, il y avait là un monsieur qui était bizarre parce qu'il ressemblait à un diable. Alors, pour un type qui était dans une centrale catholique, ça faisait bizarre. Il avait un truc comme ça, une espèce d'avancée comme ça, comme les diables. Et c'était un ancien clown. Un personnage étonnant. Alors, je suis venu le voir, je dis, je veux tourner dans 25 églises l'histoire d'un pilleur de thon. Il m'a dit, foutez le camp. Donc, je suis parti. Je dis, merde, comment je vais faire? Alors, j'ai réfléchi, je suis allé voir l'archevêché. Et l'archevêque m'a reçu, et je lui ai dit, écoutez, voilà, il y a deux solutions. Ou je tourne un film dans vos 25 églises, alors j'avais la liste, je ne ferai pas de mal, j'entendrai que les enterrements, les mariages, les baptêmes passent, je ne viendrai pas emmerder les églises, je tournerai dans les moments où il n'y a pas tout ça, toutes ces cérémonies que vous avez. Le gars m'a regardé, l'archevêque, il m'a dit, non, monsieur Mocky, on ne va pas
faire un film sur les pilleurs de tronc. Alors je lui ai dit, écoutez, bon, alors on va pas faire un film sur les pilleurs de tronc, on va faire un film sur le curé du Ruf. Alors, le curé du Ruf, pour ceux qui ne savent pas, c'est un prêtre qui a ouvert le ventre d'une paroissienne, qui l'avait mis enceinte et qui a sorti le bébé. Là, évidemment, la paroissienne est morte. Et c'était un grand scandale qui s'est passé du côté de l'Est de la France. J'ai dit, bon, mais alors là, c'est simple, j'ai pas besoin d'église, j'ai besoin d'un curé, d'une dame. Je lui ouvre le ventre. Le type a été affolé. L'archevêque, il a rien dit, il dit sortez. Alors, il m'a dit encore de sortir. Bon. Et puis, alors après, je suis allé voir le clown, le fameux clown que j'avais vu. Et quand je suis rentré dans son bureau, il avait sa secrétaire sur les genoux. Il était en train de l'embrasser. Ah, j'ai dit, écoutez, monsieur le représentant de la centrale catholique, je vous vois dans une drôle de situation, là. Si j'en parlais. Alors là, après, j'ai eu l'autorisation. Donc, j'ai tourné dans 25 églises avec la bénédiction, mais avec un impératif qui était le suivant. Il fallait qu'à la fin, lorsque Bourvil est dans l'église, ce soit le prêtre qui le sauve. Alors, la fin du film, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce de miracle. Bourvil est en train de prier, et puis brusquement, on entend l'organiste qui fait ça. Quand les policiers se retournent, il n'y a plus de Bourvil. Mais alors, et le prêtre, il y a la porte qui bat comme ça, et c'est peut-être Dieu qui l'a laissé partir, etc. Donc là, ils étaient contents, et j'ai eu le prix de l'Office catholique, évidemment, 2 ans après. Donc, avec ça, j'ai été béni des dieux, ça s'est très bien passé. Le deuxième film que Bourvil et Mocky tournent ensemble, c'est La Grande Frousse, appelée plus tard La Cité de l'Indicible Peur. Et par la suite, dans La Cité, j'ai dit, tiens, je vais en faire un policier, genre Sherlock Holmes, à sa façon, et habillé avec... je lui avais acheté à Londres un costume d'Aquiscutum avec des petites... Jean-Pierre Mocky. De pieds de poule. Puis j'avais mis une perruque. Et j'ai dit, je vais en faire un policier ingénu, quelqu'un qui veut sauver les gens plutôt que les arrêter. Et donc, ça a donné ce film. Alors, ce film n'était pas du tout... Alors, par contre, il a mis du temps à comprendre le film. C'est-à-dire que, comme c'était... Alors, Le Paroissien, c'était une comédie. Il avait compris le thème du film, etc. Dans La Cité, il n'avait jamais fait de film fantastique. En fait, le passe-muraille, un monsieur qui passe à travers les murs, bon, c'est fantastique. Mais pas dans le fantastique gothique. Et moi, je faisais faire le fantastique gothique, des grandes histoires gothiques, wagnériennes, etc. Alors, au départ... Il a eu du mal à faire une osmose avec Jean-Louis Barrault, Raymond Rouleau, des gens qui étaient vraiment dans le théâtre classique, Brecht, machin, truc, enfin, vraiment les grands théâtres. Donc, il a été mélangé à ça, dans ce film, ce qui l'a surpris. Mais, quand il a vu le film, il était épaté, il était tout content d'avoir fait ça. Le film a été un bide considérable. Et il a été ressuscité, ce film, après sa mort. Parce que nous avons racheté le film avec lui, avant sa mort, et je l'ai remonté, et il a fait 57 semaines après d'exclusivité. Donc, et c'est devenu, curieusement, le 99e meilleur film du monde. Il y a eu dans ce film beaucoup de problèmes. Il y a eu un problème, il y a eu une magie. Vous savez, on a tourné en Auvergne. L'Auvergne, c'est un pays de sorciers. Et il y avait un type dans le village où on tournait à Salers, il y avait un type qui était une espèce de rebouteux vagabond qui voulait tourner dans le film. Et comme il était sous souvent, on n'a pas voulu le faire tourner. Et au bout d'un moment, on s'est aperçu que la pellicule avait des espèces d'éclats, des lueurs. C'est-à-dire, dans certaines scènes, il y avait brusquement comme des feux follets dans le... Alors, le laboratoire ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis, un jour, quelqu'un nous a dit, c'est le sorcier qui fait ça. Alors, on a engagé le sorcier, finalement, et depuis qu'il a été engagé, il n'y avait plus ça. Vous voyez, alors ça, c'est l'anecdote, et Bourvil était très sensible à ça, parce qu'il croyait à l'au-delà, il croyait au... Parce que Bourvil, on ne le connaît pas bien, c'est un homme qui croyait à la réincarnation, etc. Enfin, il était très proche de tout ça. Il n'était pas bouddhiste, mais il avait beaucoup de points communs avec les bouddhistes. Nous avons donc fait ce film. Le fait que le film n'ait pas marché ne nous a pas séparés, comme ça arrive parfois lorsqu'on a un film qui ne marche pas. Ceux qui ont tourné
se détache un petit peu en disant ben oui, là, ça suffit, ça n'a pas marché. Là, on est resté tout aussi amis. Et quand j'ai fait La Grande Lessive, j'ai dit c'est lui. Alors, c'est un fait divers que j'avais lu, lui, dans un petit canard. C'était un instituteur de Bretagne qui voyait que ses élèves dormaient le lundi, après avoir vu la télévision tout le dimanche. Parce qu'à l'époque, la télévision était beaucoup... Le dimanche, elle tournait sans arrêt, puis les jours de semaine, elle ne jouait que le soir où les enfants étaient couchés. Donc, le dimanche, les enfants la regardaient toute la journée. Ils se levaient à 8h et ils restaient jusqu'à minuit devant la télé. Donc, le lundi matin, ils étaient pas bien à l'école. Donc, l'instituteur du fait divers avait supprimé toutes les antennes du petit hameau pour que les élèves ne regardent plus la télé. Donc, c'est parti de là, l'histoire. Sauf que nous, on l'a situé à Paris, dans un grand lycée, etc. Et là, encore une fois, on a voulu donner à Bourvil l'autodidacte, l'homme qui n'avait pas fait d'études, le rôle d'un professeur de latin, de français, enfin, professeur. Donc, on lui a mis un petit bouc, des lunettes, et on l'a doté de, toujours Francis Blanche, donc les mêmes personnages qu'il y avait dans le Paroissien, c'est-à-dire Poiré et l'autre, et on lui a rajouté Roland Dubillard, avec lequel il était très ami, bien que c'était des gens Dubillard était un intello à 100%, et l'autre, toujours le même autodidacte. Mais il y avait une communion entre eux aussi. Ce qui prouvait que Bourvil, et par la suite, Bourvil m'a demandé de lui faire rencontrer Jean-Paul Sartre, où nous avons dîné avec Jean-Paul Sartre dans un restaurant, parce qu'il voulait jouer une pièce sérieuse. Il voulait jouer, il en avait marre. Enfin, il aimait bien ses opérettes. Ses opérettes, il aimait les jouer pour son public. Alors, il faisait l'imbécile, ouah, des trucs comme ça. Mais ce qui s'est passé, par contre, c'est que, si vous voulez, il aurait voulu faire du classique. Il voulait jouer de Shakespeare, etc. Donc, il apprenait l'anglais aussi. Il devait aller jouer à l'Oldwick Theatre avec Laurence Olivier. Il était question qu'il le fasse, mais ça s'est pas fait. Il y aura un procès autour du film La Grande Lessive, car le film avait été frauduleusement retiré des écrans de cinéma. Oui, alors, il y a eu un procès qui était idiot, parce que quand j'ai fait le film, une fois de plus, les gens ont dit le public n'ira pas voir le film parce qu'on se fout de la gueule des téléspectateurs, on les voit endormis devant, on les fait passer pour des cons, donc le public ne fera pas de succès à ce film. Alors, ce qui s'est fait, c'est que le film est sorti au mois de novembre, et il a marché admirablement. Sauf que la société Gaumont avait déjà arrêté la sortie d'un autre film avec Brigitte Bardot et Sean Connery, Chalaco, et ce film devait impérativement passer le 7 décembre. Sinon, la société productrice de ce film aurait fait un procès à Gaumont. Alors Gaumont a truqué les entrées. À l'époque, si on n'avait pas fait tant le dimanche soir, on était retiré de l'affiche. Or, nous, on cassait la baraque, donc on allait les faire. Sauf qu'ils ont arrêté la caisse le dimanche, dans 2 cinémas. Et Francis Blanche s'en est aperçu, et il a fait un témoignage. Il y a eu un procès que j'ai gagné, et auquel Bourvil a participé, bien entendu. Il a témoigné, et on a gagné le fait que La Grande Lessive est ressortie non seulement dans les salles où il avait été arrêté, mais dans des dizaines et des dizaines de salles. Donc on y a gagné. Et ça a été un succès en 2 fois, si vous voulez. Ça a été un très gros succès, La Grande Lessive. Ça en est toujours, d'ailleurs. Il passe sans arrêt à la télé. Il est à sa 50e diffusion. Et les Américains viennent de racheter les droits de remake. En 1970, Bourvil tourne L'Étalon. C'est le dernier film qu'il joue sous la direction de Jean-Pierre Mocky. Nous sommes au lendemain des événements de mai 68 et le film expose un sujet pour le moins délicat. Bourvil incarne un vétérinaire qui prône la prostitution masculine et cette prostitution devrait être remboursée par la sécurité sociale. Un jour, on était assis dans un café. Et devant nous, il y avait 2 dames d'un certain âge, pas vieilles, mais une femme de 45 ans, 50 ans. Et il y a un jeune, une espèce de jeune voyou, enfin pas voyou, de troubadour, avec, vous voyez, la médaille vraiment musclé, avec un juste au corps, un petit short bien moulé, tout ça. Et il venait jouer de la guitare devant ces 2 bonnes femmes. Et j'ai entendu, on était derrière avec Bourvil, et il y a une des 2 dames qui dit à l'autre, il est pas mal ce type. Et dit, alors, de but en blanc, elle dit à l'autre, mais ton mari, tu fais l'amour avec lui de temps en temps? Elle dit, pendant les vacances, mais même pendant les vacances,
Et quand il joue au boule, il va à la pêche, il n'y a rien non plus. Pas de rapport, on part en vacances en disant on va faire l'amour, et puis non. Même là, on ne le fait pas. Quand on a entendu ça avec Bourvil, on s'est marré, on est putain, mais c'est extraordinaire cette histoire. Et de là est parti, alors là c'était plus un fait divers, c'était plus un roman, c'était une idée prise sur le vif comme ça. Et de là, j'ai écrit ce scénario dans lequel Bourvil, qui est un vétérinaire qui voit une bonne femme se suicider parce que son mari la délaisse, décide de créer des étalons remboursés par la sécurité sociale pour satisfaire toutes ces dames qu'on abandonne. Bon. C'était tellement vrai mon film que, en fait, après le film, on a créé des conseillères conjugales dans les mairies pour les femmes justement qui étaient privées d'amour, pour leur donner autre chose que des étalons, bien sûr, les étalons. Alors, le film se termine à l'Assemblée nationale où on fait voter des étalons remboursés par la sécurité sociale. Alors là, ça a été le délire. Seulement, voilà, ça a été gâché par la maladie d'André. Parce que quelques jours avant, nous avons tourné au mois de septembre. C'était programmé. Il y avait le film, c'était Bourvil, Philippe Noiret. C'était Philippe Noiret qui jouait le rôle d'inspecteur du fisc, donc de Blanche. Seulement quand Philippe Noiret, j'aime beaucoup Philippe, mais là il était un peu lâche. En fait, lorsque Bourvil, au Festival de Cannes, il y a un con qui a dit il a un cancer. Les agents de Noiret lui ont dit écoutez mon vieux, je crois que Mocky fera jamais son film. On était déjà annoncé en presse, Bourvil, Philippe Noiret. Il dit, puisqu'il va être malade, prenez un autre film. Et ce qu'a fait Philippe, c'est qu'il a fait un film à la place, parce qu'il croyait que le mien se ferait pas. Mais moi, j'ai pas voulu donner l'impression à André qu'il était foutu. J'ai dit, on le fait, le film. Seulement, voilà. Comme sa maladie progressait, les assurances n'ont pas voulu l'assurer. J'ai convoqué tous les techniciens, puis les acteurs, Michel Lonsdal, Jacques Legras, et toute la bande. Je leur ai dit, écoutez, moi j'y vais, on fait le film en 17 jours, il tiendra 17 jours, il faut lui faire ce cadeau, on n'est payé que les jours qu'on a tourné. C'est-à-dire, si demain il est malade et qu'il est obligé d'arrêter, vous réclamez pas la production, l'ensemble de votre contrat. Vous réclamez les jours où vous avez travaillé, c'est tout. Si vous y a que 2 jours, vous ne réclamez que 2 jours. Je suis allé plaider auprès de l'assurance, qui était un brave type, je lui ai dit, assurez les 2 jours, 3 jours, 4 jours, assuré jusqu'à 10 jours. Après, si ça s'arrête, tant pis pour nous. Et le type des assurances était très chouette. Et tous les types ont été très chouettes. Jeanne Le Fric, l'épouse de Bourvil, donnait aussi son avis sur les films de son mari. Ah oui, elle le conseillait. Elle donnait des avis sur les rôles, elle donnait des avis sur ce qu'il fallait faire. Dominique Rimbourg, le fils aîné de Bourvil. Ah oui, elle a toujours été présente. Alors sur les intonations, non. Mais mon père était un homme très travailleur, donc il n'arrivait jamais sur un plateau de cinéma sans connaître ses textes par cœur. Il n'arrivait jamais au théâtre sans connaître ses textes par cœur à l'avance. Donc il est arrivé à ma mère de le faire répéter. Il nous est arrivé à nous de le faire répéter, de donner la réplique pour pouvoir répéter. Mais de là à corriger les intonations, non. Mais en revanche, ma mère était présente sur tout ce qu'il a fait. L'acceptation de l'étalon a été un peu difficile. Ben justement, vous me parliez du rôle de ma mère. Ma mère n'était pas emballée par le film. Et c'est plus lui qui a accepté que les avis du couple ont été divergents sur l'étalon. En revanche, il avait envie, et je pense qu'il avait envie de tourner ça depuis le début. Docteur, j'ai réfléchi. Et puis j'en ai parlé à des amis qui sont toutes dans mon cas. Marié et fidèle. Marié mais fidèle. Je crois qu'il faut tenter l'expérience. Mais surtout pas de sentiments, n'est-ce pas? Absolument pas. Le sentiment est réservé à la vie conjugale. Lionel, vite, vite, à votre caravane. Vite. Ce garçon n'est pas un amant. J'insiste sur ce point. Il est là pour compenser, n'est-ce pas? Docteur, puisque c'est moi qui ai pris l'initiative de venir vous trouver, c'est à moi à commencer. Un instant, mesdames. C'est évidemment aménagé assez sommairement. Nous n'en sommes qu'au début. Je suis sûre que vous avez tout fait pour le mieux, docteur. Tous mes vœux vous accompagnent, madame. Si cette expérience réussit, elle peut avoir une portée incalculable pour tout le genre humain. Il est sorti, il a marché le film quand même, et c'est encore un grand succès aujourd'hui. Il se passait un truc assez bizarre, c'est que quand il y avait un mari avec une femme du type de celle que je présentais, qui comprenait ce qu'était le film. Au bout de 10 minutes, 15 minutes, il comprenait le thème du film. Au début, je ne savais pas ce que c'était.
Et il pensait que c'était Bourvil qui se tapait des bonnes femmes. Je sais pas, les talons, pourquoi pas. Bourvil en train de faire le fou avec des femmes. Il n'avait pas compris le film. Alors, ce qui était très étrange, ce que m'ont raconté les gens du Rex, là, il n'est pas été sorti au Rex, un cinéma très populaire. Les gens, quand le mari comprenait de quoi il allait s'agir, il prenait sa femme, il sortait de la salle. Alors, enfin, il y avait pas, c'est pas toute la salle qui sortait, mais il y avait une dizaine de couples qui foutaient le camp. Parce qu'ils ne voulaient pas voir ça. Donc, si vous voulez, alors ça a été un film un peu polémique, mais c'était une farce assez rabelaisienne, quoi, finalement, et puis c'était très français. Jean-Pierre Mocky a donné la possibilité et la chance à mon père d'interpréter des rôles qui sont toujours très originaux par rapport à ce qu'il avait interprété par le passé. Philippe Rimbourg, le second fils de Bourvil. Et il ne faut pas oublier que Jean-Pierre Mocky procède et a participé à ce courant qu'on a appelé la Nouvelle Vague, et que mon père n'a pas eu la possibilité de participer à des films relevant de ce courant. Et donc, mon père a vu la possibilité d'une extension de sa palette de jeux que personne d'autre ne lui avait offerte, et il en était relativement reconnaissant à Jean-Pierre Mocky. Et de son côté, je pense que Jean-Pierre Mocky était aussi très content d'avoir des acteurs de grande notoriété, alors qu'il était lui au début de sa carrière. Et ma mère a simplement mis en garde mon père sur les risques de cette démarche, c'est-à-dire que les rôles qu'il interprétait étaient quand même en rupture par rapport au rôle usuel, traditionnel qu'il avait joué jusque-là, et qu'il ne fallait pas qu'il perde son public. Mais ça s'arrêtait là, quoi, si vous voulez, ça n'allait pas plus loin. Dans ces 4 films, Jean-Pierre Mocky forme un trio fort sympathique: Bourvil, Francis Blanche et Jean Poiret. De quel côté le chercheriez-vous ? Oh, c'est une ville très ancienne. Il y en a des coins, des recoins, des caves, des souterrains, avec des rats, des serpents. Oh, mais j'aime bien les petites bêtes. D'abord, qui vous êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Mais je vous l'ai déjà dit. Je voulais savoir si vous n'aviez rien vu d'intéressant avec ça. Avec 0. D'ailleurs, ça marche quand ça veut, ça. Bon, ben, je reviendrai si jamais ça remarche. Ça ne remarchera jamais. Ça ne remarchera jamais. Au revoir, petit curieux. On note, on interroge, on tire les cheveux, on espionne. On se promène, on visite, on cherche, on fait connaissance. On fait une enquête, on a une autorisation du maire. Un homme charmant, votre maire. Une autorisation écrite, on la montre. Je n'en ai pas. Alors on montre ses papiers. Oh non, surtout pas, surtout pas. On résiste, on se rebelle. On rentre chez soi. Ça suffit, ces papiers. Je suis de la police. On se fout de la gueule du monde. Mais non. Venez. C'était des gens de cabaret, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bourvil travaillait beaucoup dans les cabarets, et les 2 autres aussi. Donc ils avaient une mentalité cabaret, une mentalité un peu à la Bouvard, vous voyez, avec Jacqueline Maillan. Parce que Jacqueline, c'est pareil, si vous voulez, c'était la même chose, Jacqueline. Et c'était une atmosphère de chansonniers, de rigolos. Ils riaient tout le temps, ces gens-là, ils étaient heureux de vivre. Ma vie, je la brûle au feu de mon cœur. Ma vie, je la joue quelquefois. Ma vie, je la donne pour une fleur. Ma vie n'appartient qu'à moi. En 1967, Bourvil entre dans la peau d'un juge. Ce sera lors du film Les Arnaud de Léo Joannon, et il a à ses côtés Salvatore Adamo. Il était venu me voir à l'Olympia. D'ailleurs, j'ai une photo de lui où, en fait, comme je transpire beaucoup en scène, il est venu sportivement m'essuyer le dos. En fait, on m'avait fait plusieurs propositions à l'époque. Même autant Lara m'avait même proposé de jouer Lucien Lewen. Je trouvais que c'était un rôle beaucoup trop important pour moi, parce que je ne suis jamais qu'un amateur. Et alors, c'est Michel Ardan qui est venu me dire « Tiens, j'ai un rôle pour toi avec Bourvil ». Et en fait, dès que le nom de Bourvil est sorti du chapeau, j'ai dit voilà le film que je dois faire, parce que d'abord je ne voulais pas porter le film seul sur mes épaules, et la présence de Bourvil, que j'admirais déjà depuis plusieurs années, me réconfortait. Et voilà, et il est venu me faire ma connaissance à l'Olympia. Je chantais Vous permettez monsieur à l'époque. Il m'a dit tiens, si tu m'avais proposé cette chanson-là, je l'aurais chantée volontiers. Et il me l'a chantée plusieurs fois après pendant le tournage. C'était quelques mois avant, je n'avais même pas donné l'accord. En fait, je crois que le producteur l'avait un peu envoyé en ambassadeur pour me convaincre de tourner ce film, parce que c'était quand même un challenge, c'était le tout premier film. Et voilà, et
Et le sourire de Bourvil m'a convaincu. Et sur le tournage, donc pour vous, c'était votre tout premier film. Lui, c'était son 45e. Oui. C'était une grande vedette de cinéma. Vous étiez une star de la chanson. Et la rencontre s'est faite comment? C'est-à-dire, sur le plateau, il vous donnait des conseils ou bien vous lui en demandiez ou vous l'observiez? Comment ça se passait? Mais il avait l'art de faire passer son conseil pour simplement une remarque comme ça en passant. Il avait vraiment pris sous son aile et il me jouait carrément ma scène. Il me disait, tu sais, moi, cette scène-là, parce qu'on avait le script, moi, je verrais bien un petit truc comme ça. Il me la jouait et d'une certaine façon, je n'avais pratiquement qu'à calquer mon jeu sur ce qu'il venait de me montrer quelques minutes avant. Mais c'est assez paradoxal parce que il était, en l'occurrence, il était mon maître sur ces films. Mais par exemple, quand on remarquait une petite chose qui n'allait pas par rapport au metteur en scène, qui nous demandait quelque chose un peu forcé, on en parlait et n'osait pas lui le dire au metteur en scène parce qu'il était timide. Ah, oui. Donc, moi qui suis timide aussi, j'étais un peu moins timide que lui et lui m'envoyait parler au metteur en scène. C'était très surprenant, mais il était comme ça. C'était en même temps un bout en train, vous imaginez, et puis d'une grande humilité, d'une grande modestie et d'une grande timidité. C'est ce que j'ai surtout retenu de lui. Il faut un caractère de fer pour ne pas sombrer, tu m'entends? Plus tard, quand tu seras assez fort... Ça, vous l'avez déjà dit à votre poisson, je vais au palais. Je t'en empêcherai. Je t'en empêcherai. Ah, je voudrais bien voir ça. C'est tout vu. Parce que tu tiens 3 rangs contre un poids-plume. Tu prétends faire la loi à des hommes qui font 20 kilos de mieux. Ça, alors, la magistrature qui boxe maintenant. Oui, et la magistrature en question a été interrégimentaire, mon mignon. Bourvil sera à nouveau juge d'instruction dans le film de Christian Jacques, Les Bonnes Causes. Et ce même réalisateur, Christian Jacques, va permettre à Bourvil d'incarner un agent secret. C'était en 1965, dans Guerre secrète. Moi, j'ai choisi comme agent secret, à mon avis, le prototype de l'agent secret français, c'est-à-dire le monsieur qui passe sur un trottoir ou qui entre dans le métro et qu'on ne regarde pas. Christian Jacques. Et c'est Bourvil. Il est évident que si Bourvil ne s'appelait pas Bourvil, eh bien, il pourrait très bien passer sur le trottoir et personne ne le remarquerait. Or, pour moi, c'est le prototype de l'agent secret. Et j'ai eu de grosses surprises du reste avec Bourvil. C'est que j'ai été tourner le film à Djibouti, pour des raisons bien définies. Et j'avais emmené avec moi un cascadeur qui était chargé de doubler Bourvil pour des plongées sous-marines. Parce qu'à un moment donné, il plonge, il cherche dans une voiture qui est immergée à 5-6 mètres, la conductrice, il ouvre le coffre arrière, et il l'a fait lui-même. Il n'a jamais voulu être doublé. Il est devenu le Jean Marais de la guerre secrète. Il a sauté sur une barrière, il a escaladé une maison, rentrant par une fenêtre du premier étage. Enfin, il a été absolument incroyable. J'étais moi-même sidéré quand je l'ai vu exécuter toutes ces acrobaties. Et outre cela, c'était un merveilleux comédien et un adorable ami. En 1969, Bourvil tourne dans L'Arbre de Noël de Terence Young. Comment? T'as pas envie de crier? J'ai un gosse de 10 ans qui n'a rien fait, qui est innocent, qui est en bonne santé, mais qui doit crever parce que le bon Dieu se fout pas mal de ce monde pourri qui... On a fait le bon Dieu! C'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un rôle... en même temps pittoresque, même parfois un petit peu drôle, et surtout très émouvant. J'ai pris un plaisir fou à faire ça, parce que j'étais d'abord dans une équipe extraordinaire. Terence Young est un grand metteur en scène, et j'étais en compagnie d'un grand acteur américain, William Holden, et du petit Brooke Fuller, qui est un gosse admirable, et très, très intelligent. Et on a fait le film en 2 versions, en anglais et en français. D'abord, on tournait en anglais parce que, comme Terence Young est anglais aussi, irlandais exactement, il s'adressait à nous autres en anglais, puisque William Holden ne parle pas le français. Et ce qui fait que il y a certaines scènes qui sont meilleures en anglais qu'en français. Si on répétait plus en anglais, et quand la version anglaise était faite, je disais à Terence, mais il y a la version française maintenant. Ah oui, c'est vrai. Si j'avais pas été là, oui, il y aurait eu des morceaux qui auraient été oubliés. Le sujet, c'est l'histoire d'un petit leucémique qui est condamné et qui en a pour 6 mois à vivre. Et le médecin dit à son père, abandonnez tout travail, si vous voulez, et rendez-le le plus heureux possible. Et le père dit, d'accord, il se retire dans son château. Il passe ces 6 mois à gâter cet enfant.
Avec moi, oui. Il espère que l'enfant sera toujours parmi nous jusqu'à Noël. Et on prépare cet arbre de Noël. Et juste quand l'arbre est monté, que les jouets sont dans les branches du sapin, le petit nous quitte. C'est très, très triste. Mais c'est très, très joli. C'était très émouvant, ça. Et le petit vous quitte en ayant préparé l'avenir, car c'est là le miracle de l'enfance. Oui, parce que l'enfant n'est pas triste. Il sait qu'il va laisser déjà cette terre et il n'est pas triste du tout. Et vraiment, c'est une leçon. Parce que les adultes, quand ils s'en vont prématurément, ils sont très peinés. Ils éprouvent une peine épouvantable à quitter les leurs. Alors que les enfants, ils sont résignés. Ils prennent ça comme un devoir, puisqu'il peut partir, il part. Et jamais un seul instant dans le film, vous voyez l'enfant qui inspire de la pitié. Jamais. Il est toujours très digne. Et c'est pour cette raison que ce film est très joli, très beau. Pour vous, quel est le symbole de l'arbre de Noël, Bourvil? Parce que c'est une joie que les parents se font autant que les enfants. Je crois que les parents sont plus émus que les enfants, d'ailleurs. Parce qu'ils assistent à la joie de leurs enfants. Et assister à la joie de ceux qu'on aime, c'est un petit peu penser à soi que de donner beaucoup de bonheur à ceux que l'on aime, puisqu'ils vous le renvoient. Il y a d'ailleurs chez ma mère un cendrier. Vous savez, il y a des vaisselles, des cendriers dans lesquels sont écrits certains proverbes. Et il y en a un qui me frappe toujours, que je relis avec plaisir quand j'y vais. C'est écrit dans ce petit cendrier: le bonheur est une denrée formidable, parce que plus on en donne, plus on en a. Alors je crois que c'est pour cette raison que les parents font un arbre de Noël à leurs enfants. Parmi les derniers films de Bourvil, il y a Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville. C'est un film sorti en 1970, un film noir. Bourvil y incarne un commissaire et il joue aux côtés d'Alain Delon, d'Yves Montand et de Gian Maria Volonté. Quand on se trouve dans un film de Melville avec Montand, Delon et François Perrier, le public sait que je suis dans un film sérieux. Il sait très bien que je ne vais pas faire le clown, que je vais faire une composition intéressante, enfin j'espère. Et ça intéresse le public. Parce que quand on fait toujours la même chose, les gens finissent par se lasser. Je crois que la majorité me préfère dans des rôles comiques, mais je crois que les femmes me préfèrent dans des rôles sérieux et sentimentaux. J'ai cette impression, et d'ailleurs ma femme par exemple me préfère dans un rôle comme celui des grandes gueules, des bonnes causes. Les femmes que je connais, presque toutes me l'ont dit. Parce que je crois que lorsque je fais le clown un peu trop poussé, elles déplorent un peu que je sois aussi bête parfois dans certaines scènes. Bourvil a incarné divers personnages avec drôlerie, avec émotion, avec humour, avec sincérité. Certains films ont mieux marché que d'autres, mais un fait est certain, le jeu de Bourvil était à chaque fois juste. Quel regard porte-t-il sur le métier d'acteur? Quel film aurait-il aimé jouer? Bourvil nous répond. J'aurais bien aimé jouer La vache et le prisonnier que Fernandel a fait. Je devais le faire d'ailleurs. Mais à ce moment-là, je tournais La jument verte. Et puis, je n'ai pas pu le faire, c'est Fernandel qui l'a fait. J'aurais bien aimé aussi tourner Jour de fête de Tati. Il n'est pas venu me chercher, il a eu raison, parce qu'il l'a fait peut-être mieux que je l'aurais fait. Si on demande si le film est bien réussi et que les interprètes, l'un comme l'autre, étaient formidables, si on dit au public, à la place d'un tel, qui auriez-vous vu? Mais ils sont incapables de citer un nom. Ah, donc, ça prouve que l'acteur était là et qu'il a bien tenu sa place.
Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson? Qu'est-ce qu'elle n'a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson? Qui ne te plaît plus? Elle avait toutes les qualités, elle ne ressemblait à aucune autre chanson. Elle mettait au fond de ton cœur autant de couleurs qu'une fleur au balcon. Elle parlait d'amour et de joie, et lorsque parfois elle changeait de ton, elle prenait un air attendri, comme un enfant qui demanderait pardon. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson? Qu'est-ce qu'elle n'a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson? Qui ne te plaît plus? Tu n'as plus rien à lui offrir, pas même un sourire, un instant d'attention. Elle a dû sans doute vieillir comme un souvenir, un pauvre air d'occasion. Elle avait vécu avec nous, on partageait tout sans faire de façon. Mais c'était il y a quelques années, le temps a passé et l'eau court sous les ponts. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc, ma petite chanson? Qu'est-ce qu'elle a qui ne te plaît plus, ma petite chanson? Sans toi, elle est fichue. Bourvil dans tous ses états, 6e épisode, les rôles moins conventionnels, réalisation Cécile Posse, montage et mixage Pierre Devalet. Une émission réalisée avec les archives de la RTBF, de Radio Suisse, de Radio-Canada et de l'INA. Merci à Dominique et Philippe Rimbourg, à Bruno et Vincent Taloche, à Jean-Pierre Mocky, à Annie Cordy, à Michel Laurin et à Pascal Delmotte.